Bonjour à tous. Écoutez, ravi de vous retrouver déjà assez nombreux pour notre webinaire autour de la gestion de crise et des attaques dans le monde de la santé. Alors, vous trouverez déjà un onglet questions en bas à droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas à poser des questions tout au long du webinaire. On pourra effectivement prendre quelques minutes à la fin, en fin de séance, pour y répondre. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'idée, effectivement, c'est de proposer évidemment un examen des enjeux cyber et les replacer dans l'écosystème des crises systémiques. On a conscience de la sensibilité du sujet et on souhaite effectivement aller plus loin dans les grammaires d'action et vous proposer des actions concrètes pour vous protéger. Donc, je vais commencer par présenter nos intervenants. Patrick Lagadec, bonjour. Ravi de vous recevoir. Vous êtes expert et intervenant dans le domaine de la prévention et du pilotage des crises majeures en milieu instable et largement inconnu. Vous êtes inventeur également du concept de risque technologique majeur, pionnier de la gestion de crise en France et en Europe. Et vous avez également été directeur de recherche à l'école Polytechnique. Et maintenant, effectivement, vous intervenez comme consultant pour aider les organisations désormais confrontées à des enjeux assez chaotiques. Mathieu Langlois, bonjour. Vous êtes anesthésiste et en tenue et réanimateur, médecin du RAID pendant 15 ans, en charge des opérations médicales de cette unité d'élite, notamment lors des attentats de janvier et novembre 2015 à Paris. Médecin attaché à la Pitié-Salpêtrière, vous avez travaillé sur la gestion de crises hospitalières et en particulier lors de la crise Covid. Vous êtes également auteur d'un livre, Médecin du RAID, Vivre en état d'urgence. Et depuis 2021, vous êtes dans la transmission, notamment pour aider les dirigeants à piloter les crises et affronter les menaces collectives. Jean-Marc, c'est à votre tour. Jean-Marc Sepio, vous êtes spécialiste dans la sécurité des systèmes d'information et la gestion de crises cyber. De par votre riche expérience, vous avez fondé OKAE, vous avez développé un logiciel de cybersécurité reconnu. Ce dernier, d'ailleurs, permet aux organisations de se préparer, de s'outiller et réagir face aux cyberattaques au travers d'une salle de crise virtuelle. Et aujourd'hui, vous accompagnez des clients tels que les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD et des entreprises de l'industrie pharmaceutique au sens large. Alors, sans plus tarder, ma première question à tour de rôle. Messieurs, si vous aviez 30 secondes pour donner vos 2 repères clés sur les sujets des grandes vagues actuelles en matière cyber, vous diriez quoi? En 30 secondes maximum, et on aura un peu plus de temps par la suite. Je vais peut-être laisser la parole à Jean-Marc, du coup. Oui, donc merci à nouveau pour cette présentation et merci aussi à la participation de Patrick Lagadec et de Mathieu Langlois à ce webinaire. Donc, c'était intéressant d'avoir les points de vue des différents acteurs. Simplement donner rapidement, en quelques secondes, donc, mes quelques repères. Quand je parle des acteurs de la santé au général, aujourd'hui, malheureusement, ce sont des proies, en particulier notamment par rapport aux données personnelles de santé, aux informations sensibles qui font l'objet donc de convoitises. Et j'allais dire pour certains acteurs de la santé, des proies faciles, parce qu'ils ont des systèmes d'information qui sont morcelés, avec des possibilités d'intervention extérieure. Donc, moi, la première idée, donc ce premier repère, c'est cette proie n'est pas une proie sacralisée, qui est convoitée notamment pour ses données. Et ma deuxième idée, si je dois la mettre en avant, c'est derrière ces attaques, ce n'est pas qu'une question de conformité, ce n'est pas simplement une question de protection de données de santé, c'est aussi une question de sécurité. Donc voilà mes deux principaux repères. Merci Jean-Marc. On va peut-être laisser la main à Mathieu et puis après à Patrick. Alors moi rapidement, alors je suis plus spécialiste du soin et de la santé que de l'informatique. Et justement, ce que je dirais, c'est que je sais que le système de santé, que ce soit sur le plan structurel, sur le plan technique et évidemment malheureusement sur le plan humain, est devenu à créer une vraie dépendance à l'outil numérique et à la digitalisation de tous nos process. Et il ne faudrait pas que cette dépendance devienne une aliénation qui nous rendrait totalement à la merci justement de tout un tas d'attaques. Merci. Patrick, c'est à vous. Oui, moi je pourrais dire 2 points que j'ai vraiment à l'esprit là en vous écoutant.
Le premier, c'est qu'il y a une véritable mutation dans nos vulnérabilités, dans les questions de crise aujourd'hui. Nous sommes bien préparés à avoir des accidents spécifiques, chacun dans son couloir, et sur lesquels il y a déjà des solutions et des réponses. Et on passe de ça à des problèmes systémiques extrêmement rapides, sur lesquels, en plus, les socles ne tiennent plus beaucoup. Et donc, ce passage de l'accident à l'engloutissement, c'est ça le vrai défi, et quel que soit le sujet, quel que soit le front. Et le deuxième point, c'est que, ou bien on est préparé intellectuellement, organisationnellement et psychiquement à prendre en charge cette rupture au niveau de nos crises, et on peut travailler, ou bien on ne l'est pas et c'est la paralysie immédiate. Et c'est ce chemin qu'il faut faire et sur lequel il faut beaucoup travailler aujourd'hui. Et là, il y a urgence. Merci Patrick, merci à tous les trois pour d'avoir été concis. Donc vous venez effectivement d'avoir 30 minutes pour planter, je dirais, vos repères essentiels. Maintenant, justement, je vais vous laisser 3 minutes. Quels éléments clés voudriez-vous mettre sur la table pour cerner les défis, les pièges, les pistes, les outils et les préparations? Il ne s'agit pas d'être exhaustif, mais bien, j'insiste sur donner les lignes de réflexion et d'action les plus fécondes. Jean-Marc, à nouveau, je vous laisse la main. Oui, merci. Alors déjà, premièrement, on ne peut pas compter sur les cybercriminels pour changer leurs habitudes aujourd'hui. Ils ont pris, pour la plupart, pris l'habitude donc de mener leurs attaques. D'ailleurs, ils les font évoluer. Certains, d'ailleurs, même souvent jusqu'à se spécialiser sur ce domaine-là, pour des attaques via des établissements hospitaliers ou des attaques purement aussi sur les acteurs de la pharmaceutique, du domaine pharmaceutique. En plus, il existe plusieurs formes d'attaques qui sont plus ou moins agressives. Moi, je vais en prendre quelques-uns. Donc, pour bloquer les systèmes, en partie ou en totalité ou en partie, comme le précisait donc, Mathieu Langlois tout à l'heure. On peut introduire un logiciel malveillant. On peut exfiltrer des données. Et il peut y avoir aussi d'autres formes qui pourraient se développer, beaucoup plus agressives. Donc, l'action ne concernera pas simplement les cybercriminels qui ne feront rien pour nous aider. Donc, c'est aux acteurs de la santé à mettre en place les pistes d'amélioration. Alors, les pistes d'amélioration qui passent bien entendu par la protection, par le partage de renseignements entre les partenaires de leur écosystème, mais surtout par cette capacité à apporter une réponse, c'est-à-dire une capacité à se mobiliser et à opposer une réponse organisée face à ces menaces. Et à mon avis, ces clés pour cette protection et pour cette réponse, elle va être au-delà donc, des services, parce qu'on a tendance à penser que ça va concerner uniquement que les services informatiques, mais elle va être au-delà, puisque c'est une question de sécurité des patients, et elle va impliquer toutes les lignes de défense pour pouvoir traiter tous ces scénarios. Et quand je parle de ces lignes de défense, c'est toutes les parties prenantes au sein d'une organisation. On va parler d'utilisateurs, on va parler bien entendu des services informatiques ou des services numériques, des services supports pour des établissements hospitaliers, des services médicaux, mais aussi, moi j'allais dire, ça implique aussi la gouvernance et l'écosystème. L'écosystème, c'est les fournisseurs, c'est les partenaires, c'est les autres établissements de santé aussi, des autorités en particulier. Et quand on parle des scénarios, on doit bien entendu intégrer ceux qui sont issus des retours d'expérience. Aujourd'hui, il y a des retours d'expérience dans différents domaines de la santé, pas uniquement au niveau des établissements, mais aussi dans le domaine pharmaceutique, des retours d'expérience, mais aussi, au-delà d'intégrer ces retours d'expérience, d'aller aussi sur des terrains connus. Puisque la menace évolue, il faut pouvoir aller aussi sur ces terrains connus. Donc voilà les défis. Les défis se situent bien à ces deux niveaux. C'est aujourd'hui comment on apporte une réponse pour améliorer la protection, le partage d'informations, cette capacité à avoir une réponse organisée face à une menace. Je vous remercie. Je vais laisser la main à Mathieu sur les défis. Comme Jean-Marc m'a tendu la perche, clairement, et c'était ce qu'on a dit dans la première question, c'est que on a créé un système de soins qui, certes, était très performant grâce à l'apport de l'outil informatique, mais qui est vulnérable et qui, au-delà d'avoir entraîné cette vulnérabilité du système, à mon point de vue, aussi montré via les cyberattaques que
ça rendait aussi vulnérables les équipes qui, si on prend pas mal de retours d'expérience, ont, à chaque fois qu'il y a eu une cyberattaque, ont eu une vraie phase de chaos, ce qu'on retrouve dans tout un tas de crises. Et donc, moi, l'idée, c'est, comme pour toutes les autres crises, c'est de non pas essayer d'éliminer tous les risques et toutes les formes de crise, mais d'apprendre aux équipes à justement être capables de travailler de manière dégradée, voire totalement dégradée. On sait soigner, si on est honnête, on sait soigner maintenant sans ordinateur, sauf qu'on voit bien que sur le papier c'est facile, mais en pratique, et en particulier dans le feu de l'action, on est plus dans la sidération que dans une réelle capacité à se transformer et à finalement retravailler comme on pouvait travailler autrefois. Et donc, toute l'idée, c'est d'essayer de voir comment, justement, réapprendre à des équipes à intégrer ce travail sous forme d'incertitude ou travailler dans l'inconnu. C'est quelque chose sur lequel on travaille évidemment beaucoup en binôme avec Patrick. Et moi, je crois qu'il y a toujours, pour ça, il y a toujours un temps de préparation qui est indispensable. Malgré tout, même des équipes ultra préparées, c'est ce que j'ai connu avec le RAID, eh ben, il faut avoir l'humilité de se dire que de toute façon, quand on sera confronté à des événements qui viendront percuter notre structure, on sera obligé de s'adapter et se transformer dans l'urgence, voire à un haut niveau d'intensité. Ça aussi, ça se prépare. Et puis après, il faut aussi créer une dynamique de recherche pour rechercher l'amélioration permanente. Partager les expériences. On le sait, par exemple, que l'hôpital de Dax a rendu accessible son retour d'expérience. C'est grâce à ça, et en le diffusant et en essayant de s'en inspirer collectivement pour s'améliorer, qu'on y arrivera. Et je terminerai sur une chose, c'est que je pense, et ça Patrick en reparlera, la notion de temps est aussi ultra importante parce que justement l'ère du numérique, pour le soignant que je suis, mais pour l'ensemble de l'écosystème de santé, est un accélérateur à tout point de vue. Les diagnostics sont plus faciles, les décisions sont plus rapides, la surveillance, tout est plus rapide. Et or, la gestion du temps chaotique, le temps de crise, demande du temps. Et demande d'accepter ce qu'on appelle la page blanche, mais d'accepter ce temps. Et il faut aussi se réapproprier une meilleure maîtrise du temps. Je passe la balle à Patrick maintenant. Je reprends la balle en disant que la première victime de cette confrontation à ces turbulences de haute intensité, la première victime, c'est la capacité de prise de recul. Et donc, ou bien on est paralysé et on attend que ça se calme, mais ça ne se calme pas, ou bien on fonce dans toutes les directions. Mais au fait, c'est quoi le sujet? C'est quoi les pièges? Où est-ce qu'on va? Donc, capacité de prise de recul. Et je le dis, si on n'est pas préparé, la première victime, c'est cette capacité de prise de recul. Et donc après, on est complètement toujours en retard de phase ou à côté de la plaque. Deuxième exigence, une mobilisation système. Ce n'est pas uniquement les directions informatiques qui doivent être mises dans la boucle, c'est l'ensemble des acteurs qui vont devoir traiter parce que c'est une crise systémique. Donc c'est une réponse système. Et donc là encore, si on n'est pas préparé, ce sera des réponses par couloir au lieu d'avoir une réponse globale d'une équipe et quelque chose de soudé. Autre élément qui va être important, il ne s'agit pas de coordonner des réponses déjà faites, c'est beaucoup plus dans quelles impulsions on peut donner pour qu'on arrive à franchir et avoir des gains en compétences dans un milieu où on a perdu la cartographie. Comment je vais impulser de bonnes idées à partir de ce que suggèrent les uns et les autres sur une situation qui, de toute manière, comme Mathieu, tu l'as dit, sera d'emblée, non pas dans l'incertitude, mais dans l'inconnu. Enfin, on n'a pas la carte, on a perdu la carte, on a perdu les fondamentaux. Et donc, quelle grammaire là-dessus je pense que ce que j'ai pu introduire avec d'autres, que j'ai appelé force de réflexion rapide, c'est-à-dire qu'un petit groupe qui s'isole et s'interroge sur les 4 questions de fond, c'est où est-ce qu'on en est, c'est de quoi s'agit-il, quels sont les pièges,
avec quels acteurs je vais devoir travailler. Comme disait Jean-Marc, il n'y a pas que les acteurs internes, il y a l'externe également. Et puis, si vous avez 2-3 idées d'impulsion créatrice maintenant, c'est quoi tout de suite? Et on va travailler comme ça en dynamique sur un objet qui est un peu un ovni et sur lequel c'est un peu chasser des étoiles filantes. Donc, ce n'est pas seulement de coordonner des réponses toutes faites, c'est de trouver les bonnes questions pour pouvoir s'ajuster aux défis qui sont là. Ça veut dire qu'on est non seulement une force de réflexion rapide pour prendre du recul, mais vraiment un pilotage à la passerelle. C'est-à-dire que des dirigeants qui sont là complètement mobilisés pour conduire un système en très grande difficulté et pour mobiliser les énergies des uns et des autres et essayer de mettre tout le monde non pas seulement dans l'administration ou même dans la gestion, mais ça va être de l'invention. Et c'est là-dessus que sont attendus au plus haut niveau les directions générales. C'est complexe, mais là encore, je vais me répéter, si on n'est pas préparé, ce sera du retrait et de l'attentisme. Comment se saisir, prendre à la gorge la crise qui nous tombe dessus, et non pas en regardant qu'elle tombe bien dans les cases qui sont prévues, parce que ça, elle ne le fera pas. Merci Patrick, effectivement. Donc les actions concrètes, je vous ai entendu apprendre à travailler de manière dégradée, partager les expériences, maîtriser au mieux l'espace-temps, surtout prendre du recul, le travail collaboratif avec la mobilisation indispensable des directions générales et surtout quelque chose qui revient sur vos 3 discours, c'est la préparation qui semble essentielle sur ces sujets-là. Jean-Marc, je vous laisse à nouveau la main avec votre expérience, je dirais, dans le monde hospitalier, notamment avec votre outil de gestion de crise Digital Crisis Response. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le principal défi, technique ou non, que vous rencontrez? Alors, le nom est anglais, mais c'est une solution bien française, bien entendu. Alors, juste pour parler du défi, et je vois aussi quelques questions qui sont posées par les interlocuteurs. On va y répondre, bien entendu. Je prendrai ces questionnements, notamment sur l'hygiène informatique, en revenant notamment sur l'intérêt d'avoir des lignes de défense. Moi, le premier défi, c'est réellement de mobiliser toutes les parties prenantes. Je reviens encore là-dessus, sur la mobilisation de toutes les parties prenantes. Alors, pour faire prendre conscience de la menace, je voyais une question sur l'hygiène informatique. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la menace. Comment on explique cette menace? Il faut prendre le temps. Moi, tout à l'heure, Mathieu comme Patrick en parlait de prise de recul, de partager des expériences, de réapprendre. Il faut que derrière, nous, le premier défi, c'est réellement de mobiliser pour qu'on puisse partager ces expériences, faire monter en compétence tous les acteurs sur leur domaine de responsabilité. Avec la contrainte aussi, c'est que cette préparation doit rentrer dans un quotidien qui est déjà, pour certains acteurs de la santé, très chargé, quoi. Donc, on est dans une activité médicale déjà très chargée. Il faut que, et c'est pour ça qu'on a voulu travailler sur cette solution, que le dispositif de crise, que la cellule de crise vienne vers eux. Parce que de venir dans un lieu et de réunir des populations, c'est très difficile aujourd'hui. En plus, ça répond à des réalités, puisque les cybercriminels, ils utilisent aussi souvent un moment où la mobilisation des parties prenantes est plus difficile. Donc, c'est apprendre aussi à travailler dans cet environnement où les criminels vont attaquer dans des moments où on sait que la mobilisation est difficile. Troisième point aussi pour nous, c'est que la contrainte, ce n'est pas se limiter à une opération qui est ponctuelle. Il faut pouvoir maintenir dans le temps ce partage d'expérience, cette prise de recul, ces compétences aussi qu'on a besoin de faire évoluer. Et c'est pour ça que dans cette optique de l'outil que nous avons développé, on a mis en place quelque chose qui va permettre un entraînement beaucoup plus régulier pour développer des réflexes, prendre conscience des menaces, partager des expériences et développer une posture en quelque sorte. Voilà. Et l'idée, c'est aussi que cette solution ne sert pas uniquement dans l'entraînement, puisqu'on va aussi permettre aux acteurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui dans le domaine de la santé, vont pouvoir utiliser cette solution pour réagir de façon organisée en cas d'attaque. Très bien, donc effectivement, à nouveau, ce principe de préparation, je dirais, pour être justement beaucoup plus efficace le jour J, malheureusement, si ça arrive. Je vais laisser maintenant la parole à Patrick et Mathieu, notamment concernant le défi humain et votre expérience opérationnelle en gestion de crise. Vous en avez déjà parlé tout à l'heure, Mathieu. Est-ce que le facteur temps est un élément important dans ces situations ?
Alors, le facteur temps, et puis Patrick l'a très bien dit, il est essentiel. Juste pour illustrer, on s'est amusé plusieurs fois, y compris pour des directeurs d'hôpitaux, à faire des exercices avec Patrick, où on les plongeait devant une situation qui pouvait être une cyberattaque, mais ça pouvait aussi être un autre scénario. Et on leur demandait justement de prendre ce temps, et ce temps, il n'est pas là pour rien, il n'est pas là, c'est pas un temps de non-réponse et de sidération, c'est un temps pour accepter justement ce que le scénario ou ce que la crise nous impose. Donc c'est une plongée, et Patrick le dira beaucoup mieux que moi. C'est aussi le temps d'accepter des émotions, on le sait, ceux qui ont vécu les cyberattaques dans les hôpitaux, je parle des soignants, et pas uniquement des soignants, hein, de tout l'ensemble de la structure, ont été très impactés sur le plan des émotions collectives. Il y a eu une grande anxiété qui a énormément perturbé la capacité de réponse, en tout cas dans un premier temps. Et puis, il y a accepté aussi l'échec. Et en médecine, entre guillemets, c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à vivre. On a l'impression que sans ordinateur et sans avoir le résultat biologique dans la minute, on ne sait plus soigner ou on va faire une erreur. Et donc, d'abord, ça, c'est faux. Et c'est d'autant plus faux qu'il faut aussi accepter de prendre, entre guillemets, une part de risque. Et c'est aussi le risque de pouvoir se tromper, même si, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on soignera plus mal ou quoi que ce soit. Mais cette première phase, qui est la phase de la page blanche, elle est essentielle, à mon avis, déjà sur ces 3 points-là. Et sur les exercices qu'on s'amusait à faire avec Patrick, pourtant l'intitulé était très clair, c'est justement prenez le temps de comprendre, prenez le temps d'analyser. Et je peux vous garantir, alors les hochements de la tête de Patrick, c'est que je ne dis pas des conneries, mais c'est ça, c'est que l'ensemble des acteurs, et c'était des gens en responsabilité, ils partaient directement dans le tunnel, ils étaient tout de suite dans l'apport de solutions qui n'avaient rien à voir avec le problème, et que après, tout est faussé, et on pourra pas on va prendre énormément de temps à retrouver, entre guillemets, du pilotage, parce que justement, on aura voulu aller trop vite sur le déroulement des plans. Et on sait que dans les vraies crises, les plans, c'est ce qui explose en premier. Donc moi, Patrick et moi, on travaille justement beaucoup pour essayer que les organisations, avant de sauter sur des plans et de plonger dans un tunnel, capitalisent sur la compréhension, capitalisent aussi sur la dimension humaine et collective. Et c'est là où on associe nos forces, on va dire. Je rebondirais en disant que pourquoi c'est aussi compliqué. Je pense que intellectuellement, on est très choqué par quelque chose qui n'est pas bien dans son couloir, qui peut être bien résolu par la technique du couloir en question. C'est très, très déstabilisant d'avoir quelque chose de systémique. Le deuxième chose, nos organisations, elles ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour que chaque couloir soit le mieux possible et de coordonner, quand vraiment c'est nécessaire, l'ensemble des actions. Mais elles ne sont pas faites pour travailler en transverse en permanence et puis à imaginer quelque chose qui n'a pas été imaginé avec tous les acteurs. Et psychiquement, c'est très déstabilisant parce que nos ancrages sont vraiment faits pour quelque chose de stable. Et là, tout d'un coup, on se retrouve quelque chose qui est mélangé dans tous les sens. Et donc, si on n'est jamais préparé à ça, les 3 défis en même temps, ça vous coule assez rapidement. Et je crois que, pour rebondir sur ce que dit Jean-Marc, les équipes n'ont pas beaucoup de temps, donc il faut être extrêmement non chronophage. Il faut travailler, je dirais, sur 2 points auxquels je tiens beaucoup. C'est instituer des parcours collectifs pour que l'ensemble des personnes soient entraînées pour aller absorber ces nouvelles conditions qui nous sont imposées et qui ne sont pas dans la logique cartésienne habituelle. Et ça ne se fait pas forcément et beaucoup de temps. Il suffit de se confronter à quelque chose
un peu nouveau, un peu difficile. Il y a un professeur de physique qui me disait récemment que l'examen qu'il avait donné au concours pour ses étudiants, c'était totalement impossible à faire. Il y avait 25 questions en 2 heures. Mais la dernière question, la 25, c'était marqué règle générale, ne pas traiter les 20 premières questions. Comme les gens n'allaient jamais jusqu'au bout, ils fonçaient dans la première, fonçaient dans la deuxième, etc., ils n'y arrivaient pas. Mais la clé, elle était à la fin. Là, est-ce que je peux me donner ce petit recul? Mais pour aider à cette prise de recul, quand je parlais de force de réflexion rapide, ça aussi, ce sont des procédures, des démarches que l'on peut maîtriser, qui ne sont pas données comme ça parce qu'on met 3 personnes à réfléchir ensemble. Non, ils peuvent aussi tourner en rond. Donc, il faut les habituer. Donc, dans la pratique, c'est créer un vivier de gens qui vont être confrontés à ces situations très déstabilisantes, très troublantes, pour leur apprendre à mettre la main dessus le plus rapidement possible. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Et on peut inventer. J'ai vu le conseiller spécial du patron de la sécurité civile américaine sur l'ouragan Sandy. Il a créé 3 cellules. La première, détection des failles, parce qu'on fera des erreurs, donc à nous de les détecter le plus rapidement possible. La seconde, détection des initiatives émergentes, pour qu'on soit capable de faire de tout ça quelque chose de commun. Et la 3e cellule, c'était extraordinaire, c'est invention. Alors nous, ce qu'on aime, c'est l'administration, on aime la gestion, mais alors l'invention, il a fait ça. Et il fallait, dans ces crises-là aujourd'hui, il y a des nouvelles donnes, il faut le prendre comme étant un élément structurant de nos crises actuelles, et donc en face, de mettre de la compétence. Et encore une fois, ce n'est pas dans le chronophage, c'est juste dans cette habitude qu'il faut acquérir d'être mis en dehors de ces zones de confort et dans quelque chose pour laquelle on n'a pas déjà les solutions, mais on va les trouver. Et c'est cette dynamique sur laquelle il faut capitaliser aujourd'hui. Très bien. Donc, effectivement, de votre expérience, j'entends préparation et pratique, en somme, pour plus de réactivité et une meilleure maîtrise globalement de la crise. Alors, on a quand même… Oui, j'aurais juste une question et je vais la poser à Patrick. Patrick, selon vous, comment développer une capacité à penser à l'impensable, améliorer le discernement des décideurs, ce qui est contraire à la nature humaine, et les entreprises connaissent aujourd'hui une récession et un personnel volatile qui est de moins en moins engagé. Alors, je commence par Patrick, mais bien sûr, Mathieu et Jean-Marc, vous pouvez réagir. Je pourrais réagir rapidement. Dans mon expérience, je n'invite pas les uns et les autres, que ce soit la direction, les experts, à venir en leur disant « je vais vous tester sur un scénario pour lequel j'ai déjà les réponses et on verra si vous êtes capable de trouver les bonnes réponses ». Et le retour d'expérience, ce sera de mesurer l'écart entre ce que vous avez fait et ce que vous auriez dû faire. Pas du tout ça. L'idée, c'est « je vais utiliser votre intelligence. Avec vous, nous allons créer des scénarios de très haute surprise. Non pas calés en fonction des moyens que vous avez déjà et des réponses que vous connaissez déjà, mais beaucoup plus en fonction des questions que vous n'êtes pas encore posées ou que vous êtes déjà posées mais pour lesquelles vous n'avez pas les réponses. Et on va travailler, on va construire des scénarios de très grande surprise et on va après y travailler. Et on l'a fait avec Mathieu à la PHP, justement, travailler sur un scénario A, demandant à un groupe B de le faire pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Et la première réaction, c'est de vite se transformer en cellule opérationnelle pour donner toutes les réponses. La vraie réaction, c'est attendez, c'est quoi les angles morts? C'est quoi les… Et ne serait-ce qu'à petit moment, avoir expérimenté cette confrontation à l'inconnu fait que lorsque cet inconnu arrive, on n'est pas complètement déboussolé. C'est au moins un peu, si je peux me permettre, disons un peu de vaccination, quoi. Voilà, on est un peu préparé à ça. Et ce que j'ai mesuré dans mon expérience, c'est que même une toute petite préparation à cette confrontation donne des résultats en situation parce qu'on n'a pas ce blanc initial et cette paralysie générale avec disparition des experts numéro 1, disparition de la direction parce qu'on ne sait pas où on va, et puis disparition des uns et des autres qui se demandent mais est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion, quoi. Bon, et là, vous avez une déstructuration du système à très très haute vitesse parce que justement, il n'y a pas eu cet effort de préparation qui, encore une fois, ne doit pas être chronophage. Moi, je vais pour pas répéter Patrick, je suis persuadé que les crises, quelles qu'elles soient, c'est une opportunité pour des équipes.
mais c'est d'autant plus une opportunité qui pourra justement servir c'était la question, à créer une vraie dynamique et à majorer l'engagement collectif, à condition qu'on prépare les équipes à cette incertitude. Et si on regarde justement la gestion du Covid, on peut voir au niveau de chaque phase ou de chaque vague qu'au début, ce qui a fonctionné justement pour dynamiser le collectif a explosé sur les vagues successives. Et c'est malheureusement ce qui a manqué, mais je suis persuadé que ça ne s'invente que très mal en situation de crise. Il vaut mieux l'optimiser sur une bonne préparation. Moi, je rejoins aussi Patrick et Mathieu dans le sens, j'avais une question tout à l'heure sur l'hygiène informatique, par exemple, sur la menace que représente. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, travailler aussi sur ces scénarios, c'est aussi créer cette dynamique pour quelle sécurité on doit mettre en place. Et qu'on implique tous les acteurs de cette sécurité, parce que tous les acteurs de cette sécurité, c'est aussi tous les utilisateurs aujourd'hui. On a tendance à l'avoir comme une faille. Moi, j'ai tendance à l'avoir comme une première ligne de défense, quoi. Et pour créer cette ligne de défense, il faut qu'il y ait cette prise de conscience générale au sein de l'organisation. Et ce travail-là que Patrick et Mathieu mettent en avant aussi, c'est aussi de parler de ces sujets, quoi, d'en faire un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, la menace, elle n'est pas. On parlait de signaux faibles. J'ai vu aussi dans une question sur les signaux faibles. On y est en pleine dans la tempête aujourd'hui. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a eu encore une attaque sur un autre hôpital. Alors, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe, c'est dans d'autres parties du monde, mais tous les jours, il se passe quelque chose aujourd'hui dans ce domaine-là. Alors, merci Jean-Marc. J'aurais une question pour Mathieu, principalement. Alors, a priori, nous sommes tous d'accord sur la nécessité de préparer un plan de cyber-résilience et du renfort de la sécurité opérationnelle. Malgré tout, comment pensez-vous que l'on puisse combler le retard cyber sans ressources humaines? Le monde cyber est en manque criant de personnel. Travailler sur un plan de cyber-résilience nécessite un travail incluant l'ensemble des acteurs. Mais comment faire pour prendre du temps médical et travailler sur ce genre d'action alors que les médecins n'ont déjà pas le temps? Mathieu. Le problème, c'est que j'ai eu une rupture de faisceau, donc j'ai pas entendu la. Alors, je recommence, Mathieu. Donc, je vais laisser Patrick répondre ou. Je peux reposer la question, il n'y a pas de souci. Donc, je recommence. Nous sommes d'accord sur la nécessité de préparer un plan de cyber-résilience en parallèle et du renfort de la sécurité opérationnelle. Malgré tout, comment pensez-vous que l'on puisse combler le retard cyber sans ressources humaines? Le monde cyber est en manque criant de personnel et travailler sur un plan de cyber-résilience nécessite un travail incluant l'ensemble des acteurs. Mais comment faire pour prendre du temps médical et travailler sur ce genre d'action alors que les médecins n'ont déjà pas le temps? Mais je vais répondre très simplement, c'est-à-dire qu'on a monté tout un tas de formations au profit des médecins pour justement, c'était post-attentat, donc ça n'était pas, ça concernait pas les problèmes cyber, mais c'était pour obliger les médecins à apprendre à travailler en dehors de leur zone de confort, à travailler out of the box, vous appelez ça comme vous voulez, et à retrouver une capacité à soigner sans avoir leur repère habituel. Ce qui est tout à fait possible, mais qu'on a malheureusement perdu, non pas par faute de temps, perdu probablement aussi piégé par une zone de confort qui nous va bien, et moi le premier. Et donc, par contre, je sais que c'est important d'arriver à ouvrir un peu son champ des possibles et de se dire non, je ne serai absolument pas paralysé le jour où il n'y aura plus d'ordinateur dans mon service. Évidemment que j'en ai besoin, mais le jour où ça arrivera, comptez sur moi, je saurai me démerder. Et le problème, c'est quand vous proposez ces formations à des médecins, la première chose qu'ils vous disent, c'est « j'ai pas le temps ». Et c'est des formations qui ne demandent c'est peu d'investissement, c'est juste changer un tout petit peu son regard et son logiciel. Je rejoins Mathieu dans ses propos, notamment sur le fait, est-ce qu'on va attendre que la catastrophe arrive? Aujourd'hui aussi, moi je reviens là-dessus, c'est-à-dire on parle d'événements
important dans des établissements. Alors, je ne veux pas focaliser sur les établissements de santé, parce qu'on a aussi des acteurs du domaine pharmaceutique qui sont aussi la cible. Mais ce n'est pas un phénomène récent. Et on voit bien qu'il se multiplie. Malgré toutes les actions que l'on prend, ça se multiplie. Est-ce qu'on va attendre d'être confronté à la situation pour trouver des solutions? Et c'est très difficile d'inventer des situations ou de se préparer à des événements qui vont arriver. Ou est-ce que derrière, on prend ce temps-là? Et c'est ça qui est important. C'est aujourd'hui, ça continue. C'est un phénomène qui continue. C'est pas parce qu'en France, on ne parle pas médiatiquement d'une autre affaire qu'elle ne va pas se dérouler dans 1 mois, dans 15 jours ou dans 3 mois, quoi. Donc, il y aura d'autres histoires à raconter. Il y aura d'autres articles qui viendront dans la presse. On ne pourra pas réduire le risque. Ça continue aujourd'hui. Alors, Patrick, je vais vous solliciter. Donc, vous évoquez, d'après un de nos participants, l'idée de faire preuve d'impulsion créative, de proposer des idées parfois hors cadre. Or, la crise suscite souvent des réflexes de repli sur les référentiels établis. Sinon, la responsabilité hiérarchique pour éviter de l'ajouter de la remise en cause supplémentaire. Comment faire pour assurer le fonctionnement libre d'une force de réflexion rapide? Peut-on promouvoir une culture organisationnelle favorable à l'audace en situation de crise? On va devoir constater que c'est la seule manière de faire vivre nos organisations. Cette capacité d'invention créatrice, que ce soit d'ailleurs pour de l'invention extrêmement positive pour faire développer les organisations et ce qu'elles peuvent proposer, que pour naviguer encore dans un environnement devenu à très très haute turbulence. Alors, on est vraiment là devant un mur, c'est-à-dire que s'il y a refus, si on dit, comme j'entends très souvent, ne venez pas m'inquiéter, ou bien j'ai pas le temps, ou bien écoutez, on a déjà des réponses, ça devra suffire, on a déjà fait un exercice il y a 3 ans. Non. Alors qu'on exige que ce soit rapide, oui, mais on ne peut pas sans chose. Alors, quelqu'un mettait dans le chat, là, est-ce qu'on ne pourrait pas externaliser? Ce serait plus simple. Je dirais que l'essentiel, c'est que le système fasse preuve d'une forte résilience et d'une capacité dans sa structure et ses ancrages profonds à faire face à ces univers-là. Et donc, externaliser ne va pas résoudre l'affaire. Évidemment, si tout est par terre, complètement par terre, et qu'on trouve 2 personnes à l'extérieur qui peuvent envoyer une bouée de sauvetage, pourquoi pas? Mais vraiment, la stratégie d'apprentissage, c'est de mettre en place des capacités communes, collectives de créativité là-dessus. Et pour aider, je rebondis sur quelque chose qui a pu être dit, pour changer l'état d'esprit. Moi, je me rappelle, j'avais été à la DGS une fois travailler un petit travail encore sur la grippe qu'on venait d'avoir, et ils en avaient complètement assez. Donc, je dis, mais non, mais cet après-midi, vous êtes la grippe. Comment vous attaquez? Alors, tout le monde a commencé à rigoler. Ils ont eu beaucoup d'excellentes idées. Ils n'en revenaient pas du fait de changer de posture en se mettant du côté de la grippe. Comment je les attaque maintenant? Et ils étaient absolument fascinés de voir tout ce qu'ils savaient sur les failles qu'ils avaient laissées derrière eux et sur lesquelles ils pourraient travailler. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai travaillé pendant le Covid, à faire Red Team Approach. Si j'étais le virus, j'attaque comment? Et vous voyez qu'avec des logiques non classiques, non déjà complètement écrasées dans le convenu, on arrive à ouvrir. Et ce qui est important lorsqu'on le fait, c'est que vous voyez la créativité et l'intelligence des gens. Ils sont tous intelligents, mais ils ont été complètement mis dans des cases dont il ne faut surtout pas sortir si jamais il y a une crise. Comme on m'a toujours dit, écoutez, la Gadec, on est ici en crise, on n'a pas le moment de réfléchir. Justement, c'est le moment de réfléchir et le moment de changer un peu, de prendre un pas de côté, mais des démarches nouvelles qui se construisent, qui s'approprient. Et des équipes qui se sont appropriées ces démarches, c'est étonnant à voir la vitesse à laquelle ils peuvent réagir sur un événement qui au départ échappe à tous les écrans radars. Alors, Mathieu, oui, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? En fait, moi, mais par mon expérience, je sais que je crois beaucoup, et c'est ce que j'explique souvent à des dirigeants, c'est-à-dire que je crois beaucoup à un système qui est basé beaucoup plus sur la confiance que sur le contrôle. Et que malheureusement, ce n'est pas le système qu'on a mis en place
et en particulier dans on peut prendre les HRO et tout ça, c'est-à-dire qu'on aime bien, par peur du risque, par peur de l'accident, être dans le contrôle, dans le process. Et je crois beaucoup, au contraire, moi, au pouvoir de la confiance, parce que c'est la confiance qui crée de l'autonomie, et c'est cette autonomie qui va permettre l'audace et l'innovation. Et donc, il y a tout un travail de management des équipes sur la confiance qui est, à mon avis, essentiel et qui sera hyper performant pour se transformer dans des périodes de cyberattaque ou en tout cas de toutes les périodes de chaos dues à des crises. Merci Mathieu. Alors Jean-Marc, je vais vous poser une question. Donc d'une manière plus globale, les données partagées qu'on entend dossier médical, données de l'informatique médicale, téléimagerie, sont-elles plus ou moins vulnérables? Et je rebondirai d'ailleurs sur une question un peu similaire, sachant qu'on attend parler de cyberattaque à l'échelon d'un établissement, mais sensiblement pas à des niveaux territoriaux. Pourtant, les données de santé sont collectées et conglomérées jusqu'à un échelon national. Ces données sont-elles moins vulnérables, mieux protégées et moins convoitées selon vous? Alors, je reviens, il y a des initiatives actuelles qui sont prises par des autorités, enfin, notamment, il y a des initiatives qui ont été prises pour assurer aujourd'hui une sécurisation des données. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces réflexions aujourd'hui sur la sécurisation des données de santé. Par contre, il ne faut pas en faire, le problème de cybersécurité, il ne faut pas en faire uniquement un problème de protection des données de santé. Attention, les attaques, et pas toutes les attaques aujourd'hui, visent les données de santé. Je vous disais en introduction, il y a aussi une attaque agressive. Il y a eu des hôpitaux qui ont été attaqués aux États-Unis où le groupe de hackers, de cyberattaquants, envoyait d'abord une demande de rançon en disant « Je vais vous attaquer, établissement de santé. Si vous ne payez pas une rançon, je vous attaque dans 24 heures. » Donc, la motivation n'était pas à la donnée de santé, elle était réellement criminelle. Et aujourd'hui, vous avez même des réflexions aujourd'hui qui émergent aux États-Unis sur est-ce que l'attaque de demain, ça ne va pas être je suis rentré dans votre système d'information, il y a des multiples façons de tuer quelqu'un tous les jours au sein d'un établissement ou au sein d'un acteur de la santé en disant je vais changer les formulations de tel ou tel produit en utilisant votre système d'information. Si vous ne me payez pas, je vais faire en sorte que une personne soit atteinte ou qu'elle décède même. Donc, est-ce que les menaces de demain ne prendront pas cette forme-là? Donc, oui, il y a des actions qui sont menées aujourd'hui pour sécuriser les datas, pour sécuriser des données, mais ce n'est pas l'attaque vers les acteurs de la santé, ne sont pas uniquement dédiées vers les données, elles sont aussi criminelles derrière. Il y a une logique criminelle. Et une logique criminelle qui s'exprime aussi vers les acteurs qui sont, j'allais dire, des proies, et pour certaines faciles, puisque les systèmes sont ouverts, morcelés, avec des possibilités d'intervention de l'extérieur, qui est beaucoup plus facile qu'une entreprise qui a tendance à fermer. La santé d'aujourd'hui est un système ouvert. Mathieu peut en témoigner. Aujourd'hui, la valeur de notre système de santé, de notre technologie aussi, c'est des systèmes qui sont ouverts et communiquant vers l'extérieur. Mais moi j'avais beaucoup travaillé sur les plans anti-intrusion, alors d'intrusion physique sur l'hôpital, et on s'était posé évidemment ces questions-là. Et pour les cyber-attaques, ou en tout cas sur la cyberprotection, c'est exactement pareil. Un hôpital est de toute façon vulnérable et de toute façon ouvert. Et quand je parlais tout à l'heure de justement apprendre à travailler en acceptant ces failles, c'est essentiel. Et Jean-Marc l'a dit, il y a des simulations, en tout cas il y a des perspectives bien au-delà de juste la récupération de données. Et sur lesquelles les soignants, là, seront impactés de façon beaucoup plus violente. Et sur lesquels il faut là aussi travailler en acceptant cette prise de risque. Effectivement, messieurs, merci pour ces compléments d'information. Vos deux convictions essentielles sur les urgences, même si ça a été dit au fil du webinaire, mais vos deux convictions essentielles sur les urgences à mettre en action si on souhaite naviguer au mieux dans ce dossier. Si vous permettez, je vais. Alors, je vous le disais sur
moi, j'ai deux convictions en particulier. C'est réellement l'implication de toutes, et je reviens sur les différents leviers que l'on a, hein, c'est-à-dire ces fameuses, j'allais dire, ces fameux éléments de protection, ces lignes de défense. On ne peut pas aujourd'hui imaginer la gestion de la crise cyber si on n'implique pas toutes les parties prenantes. Et les parties prenantes, elles sont larges. Ça va du personnel, du support, des services numériques, hein, d'un établissement ou d'une organisation, des métiers, de la gouvernance, mais aussi, il faut le penser aussi territorialement, parce que derrière, l'idée, c'est peut-être aussi demain d'attaquer un hôpital ou plusieurs hôpitaux d'un département ou d'une région pour aussi créer ce dysfonctionnement. Donc, et je vous disais, ces parties prenantes, ce n'est pas qu'un problème IT, ce n'est pas qu'un problème du service numérique d'un établissement, par exemple, ou d'une organisation. C'est le penser beaucoup plus largement. Donc, premier élément, c'est pour moi, c'est l'important, c'est d'engager. Deuxième élément, et ma deuxième conviction, c'est réellement cette préparation courte et efficace. Et aussi, alors pourquoi cette préparation courte et efficace? Car il faut apprendre à vivre avec cette menace. Et c'est pour ça que se préparer à des menaces qui sont actuelles ou des scénarios inédits, c'est important. Mais c'est aussi important que, et je reviens sur ce que disait Patrick, comme ce que disait Mathieu, cette capacité à mobiliser toute l'intelligence collective et chacun dans son rôle. On ne va pas demander à des médecins de devenir des informaticiens ou inversement à des acteurs de prendre tel rôle. Non, c'est chacun dans son rôle. On peut aujourd'hui à construire une réponse collective à cette situation, à ces menaces actuelles. Alors moi, si je devais deux points à travailler, on les a déjà largement évoqués. J'insisterai sur créer de la confiance au sein des structures, et confiance à la fois dans la structure, confiance dans les process et confiance évidemment sur l'humain. Et puis, deuxième chose, le deuxième point, j'essaierai de retrouver un peu de simplicité et d'agilité. Ce qu'on a probablement, je parle pour les soignants, un peu perdu. Je ferai un parallèle. On dit, parce qu'une cyberattaque, on pourrait imaginer pour des soignants se mettre à la place d'un aveugle, une expérience dans le noir. Moi, j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, une expérience dans le noir. Vous faites 1 mètre, vous êtes par terre. Or, un aveugle, dans la même condition, il se promène, il se fout de votre gueule tellement il est à l'aise. Et c'est assez difficile à imaginer. Et donc, il y a probablement, évidemment, le but, c'est pas de perdre la vue, loin de là, mais c'est d'être en capacité, justement, à garder une vraie agilité alors qu'on n'a plus aucun repère. Et donc ça va faire la transition avec Patrick. Oui, moi je reviendrai aussi à ce que je disais au début. Ce sont des sauts stratégiques, qu'il s'agisse de cyber ou d'autres crises aujourd'hui. Et donc, c'est des enjeux existentiels. Et donc, ça suppose non pas de nommer un directeur des plans de secours, mais une implication directe des présidents, des numéros 1 des organisations, pour que la clé de voûte tienne ces mises en cause absolument fondamentales. Et donc, quelqu'un le posait cette question dans le chat tout à l'heure. Oui, un chef d'orchestre directement lié au sommet de l'organisation, ayant la confiance du président ou du directeur général, pour mettre en musique l'ensemble des actions, certes petites, mais déterminées, et toujours avec une vue sur et comment dompter aujourd'hui l'inconnu et la turbulence majeure, comment mettre ensemble, en développant la confiance des uns et des autres là-dessus, quelle stratégie très précise il faut mettre en place. C'est ça qui est à construire pour ne pas aller à traverser le Pacifique à la nage. Et ça, il faut que ce soit tenu, maîtrisé, mais surtout validé au plus haut niveau, parce qu'encore une fois, on touche à des problèmes d'affect très profonds, parce que ça touche aux équilibres de chacun et de l'organisation. Et donc, il faut accompagner les démarches d'apprentissage des uns et des autres. Et c'est ça qui est à mettre en musique. Donc, ça ne peut pas être sous-traité. Ça suppose une implication du plus haut niveau et une tenue sur le temps, sur la durée de ces parcours qu'il faut mettre en place, en sachant à chaque fois comment, dans le plus court temps, on peut faire la meilleure prise de recul
et capacité d'invention qu'il faut donner aux uns et aux autres. C'est un défi, mais c'est le défi qu'on a aujourd'hui à traiter avec toutes les nouvelles formes de crise. Alors, juste une question à vous trois. L'ANSSI est un acteur majeur dans tout ça. Est-ce que selon vous, c'est bien un acteur essentiel qui va permettre d'aider les organisations à se préparer à la crise d'origine cyber? Enfin, si vous permettez, hein, je vais. Alors, déjà, il faut signaler le travail qui a été fait par l'ANSSI et par tous les acteurs, les autorités hein, sur ce domaine-là. Parce que on parle de l'ANSSI, on parle aussi des organisations plus particulières hein, sur le CERT santé. Il y a tout un travail qui a été fait, qui est un travail qui est assez riche. Mais j'en reviens à ce travail-là qu'il faut pouvoir utiliser. Alors, je vois hein, que certains ont mis des liens sur les sites, c'est très bien, il faut pouvoir se les approprier. Néanmoins, on revient toujours sur une chose, c'est-à-dire ces autorités ont fait tout un travail, ont mis à disposition ce travail, et il y a un travail à faire, c'est de se l'approprier et le mettre en œuvre. Parce que même vous allez pouvoir retrouver quelques procédures aussi, quelques fiches réflexes, d'actions, de checklists qu'il faut pouvoir dérouler. Et moi, on ne cesse, nous, de faire connaître ce travail-là, mais ce travail ne vaut que si ce travail-là est approprié en interne, retravaillé en interne, parce que ce qui est important, ce n'est pas les bonnes pratiques que mettent à disposition les uns et les autres, c'est au contraire la capacité de l'organisation à se mobiliser, à comprendre l'intérêt d'avoir ces éléments-là et de pouvoir les appliquer. Parce que, j'allais dire, une checklist ne vaut que si on est capable de pouvoir la dérouler, quoi. Et donc, c'est ça le travail qui est à faire. Donc, moi, je salue le travail qui a été fait par ces acteurs-là, qui le font au quotidien d'ailleurs, hein. Mais ce travail doit être repris pour le dérouler au sein de chaque organisation. Donc, à nouveau, effectivement, se préparer au mieux pour avoir un plan d'action, je dirais, personnalisé et efficace. Et comprendre quelles sont les responsabilités des uns et des autres aussi, et que chacun puisse y contribuer aussi dans son domaine d'activité. Avec effectivement la mobilisation collective. Oui, Mathieu, vous vouliez dire quelque chose? Moi, je me mets à la place des équipes. C'est-à-dire que le problème, évidemment que tout ça, c'est très bien et qu'il faut le faire, je ne dis pas le contraire. Il y a ça dans toutes les préventions de crise ou de catastrophe. Le problème, c'est que c'est les opérationnels sur le terrain qui ont les clés du camion. C'est eux qui sont les premiers impactés. C'est eux qui ont la charge émotionnelle la plus importante, qui ont souvent pas cette lucidité au début de prendre du temps et d'aller regarder ou d'essayer déjà de comprendre. Si vous prenez Covid, il y avait plein de plans pandémiques qui existaient, personne ne les a regardés au début, hein, donc ça vous met à peu près au parfum pour les cyberattaques. Et donc moi je pense toujours aux opérationnels, c'est eux qui ont la clé, c'est eux qu'il faut aider et c'est eux qu'il faut accompagner. Et leur première priorité pour les soignants, en tout cas, ça va être de sauver les meubles, de ne pas faire couler plus la boutique, de soigner les patients parce que c'est notre priorité. Certes en dégradé, mais de les soigner. Et tout ce qui viendra dans un deuxième temps ou en secours, c'est du plus. Si vous l'avez déjà dans votre logiciel, c'est évidemment une aide précieuse. Mais il ne faut pas non plus rêver ou espérer de solutions miracles qui viendraient de l'extérieur, quoi. Ça, je n'y crois pas et malheureusement, j'ai un peu d'expérience là-dedans. Je vois qu'effectivement, il y a encore certaines questions. Je vois Emmanuel, Frédéric, Nicolas et notamment sur le couple risque-incertitude. Simplement pour parler d'actions concrètes, qu'est-ce que vous... et cette question s'adresse du coup à vous trois. Si on parle concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour agir et mobiliser le plus largement possible? Je laisse peut-être la main côté OKI à Jean-Marc pour commencer. Alors, j'allais dire déjà aujourd'hui, c'est de pouvoir confronter les équipes à une cyberattaque. C'est-à-dire simuler, hein, bien entendu. Hein, certains le signalaient d'ailleurs aujourd'hui. Il faut pouvoir équipe technique, support, encadrement, activité médicale. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec un certain nombre d'acteurs hein, de la santé. Hein. Aujourd'hui, on a impliqué ces acteurs-là. En plus, la chance, c'est aussi d'avoir travaillé sur cette solution qui permet de mobiliser ces acteurs-là de façon à ce que derrière, ils puissent assister avec cette cellule de crise virtuelle que l'on a créée. D'accord ? Donc, ça n'oblige pas à quitter un service pour aller
à tel ou tel endroit. Donc, et aujourd'hui, c'est déjà de dérouler ce qui existe, c'est-à-dire les référentiels qu'on a aujourd'hui, les retours d'expérience. On a même des scénarios, un certain nombre en a parlé. J'allais dire quelque chose qui permet de faire prendre conscience et qui permet aussi de commencer à initialiser son plan d'action. C'est-à-dire quelles sont les actions que l'on va devoir pour accompagner ces différentes populations dans cette montée en compétences. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point, avec Patrick et Mathieu, je leur laisse la parole sur la deuxième partie qu'on pourrait aussi travailler avec eux. Alors, moi, je vais juste dire, alors, on travaille beaucoup avec Patrick sur les exercices. Je mets un point d'honneur à essayer de faire des exercices qui créent vraiment de l'incertitude et des émotions et tout ce dont on a parlé, plutôt que ce soit un exercice convenu, attendu, qui soit plus là pour valider ce qu'on sait déjà, pour faire plaisir à la direction, au préfet, à l'ARS et que sais-je. En fait, il faudrait faire des exercices où, clairement, le but, c'est de se planter et de se planter grave, si je peux me permettre. Patrick a parlé des cellules de détection des failles. Et ben justement, l'exercice, c'est un peu cette cellule de détection des failles, où ce qu'on appelle la force de réflexion rapide, elle doit piloter les exercices pour obliger les équipes à être vraiment dans la difficulté, dans le dur. Et c'est grâce à ça qu'on arrivera à changer un peu le logiciel. Ouais, moi, je dirais que le référentiel que je rencontre très, très souvent, c'est nous avons déjà les réponses et on va pouvoir être encore plus efficace dans la mise en place des réponses que nous connaissons. Et par ailleurs, à l'opposé, la meilleure demande que j'ai eue récemment, c'est écoutez, on a ces groupes-là, venez nous challenger pour aller au-delà. Et j'ai en tête ce que disait un président de la Silicon Valley à ses équipes. Il disait votre terrain de responsabilité dorénavant, c'est l'inconnu. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et pour être challengé, comme disait Mathieu, combien de fois j'ai travaillé sur la crue de la Seine, mais à partir du moment où elle est lente. Hein, et si jamais j'avais osé un jour dire, mais si elle est rapide, et la réponse que j'ai eue, c'est pourquoi vous nous attaquez ? Alors, quand vous entendez ça, vous dites que là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Hein, parce que si c'est ressenti de cette manière-là, si jamais ça arrive, là, c'est encéphalogramme plat immédiatement. Donc, c'est comment je peux travailler sur ces questions existentielles aujourd'hui en mettant de la souplesse, de l'inventivité, au lieu d'avoir toujours, nous avons les réponses quelque part, il suffit d'ouvrir le coffre-fort qu'on n'a jamais ouvert d'ailleurs, et on va les trouver, les réponses. Et on va se coordonner pour mettre en place toutes ces réponses-là qui, en fait, ne marcheront pas, mais on le sait très bien. Maintenant, comment on se prend en main, sachant que telle est l'urgence aujourd'hui, et l'urgence, elle est quotidienne. C'est la raison pour laquelle, hein, ce que disaient Patrick et Mathieu, c'est aussi d'associer ces deux approches opérationnelles, parce que l'idée, c'est réellement de lancer cette impulsion de façon à ce que derrière, on impulse une démarche différente. C'est aujourd'hui, oui, on doit faire des exercices, et certains le rappelaient, hein, si on fait des exercices incendie, on peut aujourd'hui tester dans un monde convenu, mais c'est aussi, et je reviens sur ce que disaient Patrick et Mathieu, ce qui est important, c'est aussi travailler dans cette logique-là. Il faut pouvoir, on ne connaît pas, d'ailleurs, aujourd'hui, on a une vision sur certaines menaces qui touchent les acteurs de la santé, mais je disais aujourd'hui, hein, on est au milieu de la tempête, cette tempête, elle dure depuis un certain temps, elle va évoluer à nouveau. Malheureusement, elle évoluera. Donc, il faut aujourd'hui qu'on travaille de façon plus en profondeur. La réponse, elle est interne aujourd'hui. Il ne faut pas attendre des solutions qu'elles soient, et en plus, même aussi des solutions qui soient purement que techniques aujourd'hui. Vous avez des acteurs qui étaient équipés techniquement, qui ont été attaqués aujourd'hui. Donc, il faut aujourd'hui travailler sur les deux volets opérationnels. Cet aspect de... Et effectivement, Jean-Marc, pour faire la transition avec toi, pour ceux qui souhaitent aller plus dans le détail et justement avoir un peu plus d'éléments sur cet accompagnement, en tout cas de notre côté, on saura revenir vers vous pour vous proposer, je dirais, des axes de collaboration ou certaines initiatives pour je dirais, débuter ce travail ou être accompagné au mieux à naviguer à travers ces crises.
Donc, on va vous faire un retour d'ici demain ou également semaine prochaine avec le replay. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous voilà, pour un peu échanger avec Mathieu, Patrick et Jean-Marc et avoir un travail complémentaire. Il me semble, messieurs, que c'est quelque chose qui peut se faire rapidement en une journée. En une journée, vous avez une proposition qui peut tenir notamment sur la journée. Bon, après, j'imagine que ça dépend effectivement de l'avancée de chacun, mais ça peut être, on peut déjà avoir un retour et des actions concrètes rapidement. C'est bien ça? En une journée, on peut prendre goût à l'incertitude. Voilà. Et avoir pu tester précédemment hein, dans un exercice sur le cœur du métier, d'avoir testé avec des équipes, hein, parce que n'oublions pas aussi, certains découvrent cet environnement d'exercice aussi. Il faut pouvoir leur faire comprendre voilà, quel est cet environnement d'exercice. Et avoir une ligne directrice, se préparer. Oui, De ce que j'ai retenu de vos échanges. Patrick, oui? Oui, je voyais maîtriser les émotions, le stress, etc. Mais quelqu'un de non préparé, demander à un excellent nageur d'aller faire de la plongée sous-marine au Cap Horn, ça va être compliqué, même s'il a fait 10 heures sur le stress. Hein. Et donc, si on n'est pas préparé, ça ne pourra pas se faire. C'est vraiment des enjeux qui se travaillent avant et sur lesquels il faut vraiment avoir investi rapidement. Une journée, ça suffit. Déjà pour comprendre qu'on peut ne pas être totalement paralysé lorsque la chose arrive. Et après, on peut décider avec les uns et les autres, notamment celui qui serait auprès du président, hein, quel parcours, quelle démarche on va pouvoir mettre en place, qui encore une fois ne doivent pas être chronophages et doivent viser la confiance retrouvée dans un univers qui nous est imposé, sur lequel ni notre préparation, ni notre culture, ni nos sélections n'ont préparé à travailler là-dessus. Et donc, c'est vraiment l'urgence existentielle que nous avons à travailler aujourd'hui. Voilà. Merci, messieurs. Je ne sais pas si, Pascal, si on a encore le temps pour quelques questions. Alors, on peut poser, mais je pense que toutes les questions, a priori, ont eu des réponses au cours du débat. La gestion du stress, la maîtrise de soi, les émotions, on en a parlé. Il restait juste une question qui pourrait être intéressante, c'est faut-il considérer que le management du risque est dépassé? Faut-il remettre à plat les modes de gestion du risque? Ou faut-il considérer que les risques managers ont toujours leur place pour gérer les situations relevant du champ des risques connus et maîtrisables? En fait, faut-il penser le couple risque-incertitude comme une dialectique ou une dialogique? Ça sera la dernière question, après on va être obligé de couper. Donc, qui veut répondre à la question? Je vais peut-être rebondir sur l'affaire des pompiers. Là. C'est très bien, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui s'est passé à Montréal en 98, où la ville a été privée complètement de courant, et ils étaient à 1 heure de la perte de l'alimentation en eau. Et les sapeurs-pompiers disaient, si on a un incendie là-dedans, on n'a plus d'eau. Et donc, ça suppose des exercices totalement différents de, est-ce que vous savez mettre les tuyaux en place? Ça, il n'y a plus d'eau, donc les tuyaux ne servent plus à rien. Et le responsable des pompiers avait dit, non, mais si on a un problème, c'est pas avec l'eau, on démolira avec un bulldozer l'immeuble qui serait en feu. Enfin, bon, ça suppose autre chose que se dire, je vais attendre qu'il y ait de l'eau. Lorsque le printemps arrivera, il n'y aura plus de gel et puis on aura de l'eau. Non. Et donc, ça suppose que dans tous les métiers, on soit capable de s'interroger sur, et si c'était autre chose que l'on ne connaît pas? Regardez Météo France avec les orages encore cet été, c'est quelque chose, on dit comment voulez-vous qu'on anticipe ça? On n'avait pas les éléments et le seul modèle qui le donnait était très divergent par rapport aux autres modèles et on a gardé les modèles convergents. Bon, c'est cet univers dans lequel il faut être capable de jongler aujourd'hui et là le message est exactement ce que nous avons essayé de vous donner ce soir. C'est comment je peux à la fois, tout en gardant des compétences techniques le plus pointues possible, mettre ceci en place dans un environnement d'inventivité collective et donc de confiance collective qui permet d'abaisser le stress d'une manière réelle. Voilà. Et on peut inventer notre propre modèle, hein, sans pour autant s'inspirer de notre modèle. Donc le modèle qui est à inventer, parce que je vois aussi des références à des modèles existants, mais on peut créer notre propre modèle. J'en suis convaincu. C'est-à-dire avec notre sensibilité, parce que la sensibilité du peuple israélien, il n'est pas le même que celui de la France. Donc on a un modèle à inventer, et ce modèle-là aujourd'hui nous permettra à tous les acteurs d'avoir
un engagement. Voilà. La réponse, elle est dans l'engagement de toutes les parties prenantes dans la gestion de ce type d'événement. Merci Jean-Marc. Voilà de quoi quelques initiatives pour poursuivre, je dirais, et se préparer au mieux, justement, notamment avec l'actualité et le nombre d'attaques, se préparer au mieux pour, je dirais, avoir une plus grande maîtrise de la crise. Bah, écoutez, en tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à ce webinaire et de nous avoir apporté votre œil éclairé. Je pense que nombreux participants souhaiteront en savoir un peu plus sur votre champ d'action et comment vous pouvez les aider, je dirais, dans leur quotidien et les rassurer avec cette actualité. Donc, on vous fera bien parvenir le replay ainsi que voilà, les éléments dont nous avons parlé aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Encore Aurélia, merci Patrick, merci Mathieu et Pascal pour cette animation et votre participation. Merci encore. Mathieu aurait pu juste un peu répondre peut-être sur la gestion des risques s'il veut finir et conclure là-dessus. J'y connais rien. Ah ben alors tout va bien, alors on conclura donc. Non, mais je plaisante, mais oui, mais ce sera une autre occasion. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes totalement complémentaires. Donc c'est plutôt pas mal. Très bien, merci à tous les trois, tous les quatre. Merci avec Pascal. Merci, au revoir. À bientôt.